Salut Moussaillon, on se retrouve pour faire le résumé de la 11e semaine du Vendée Globe. Au programme de cette semaine, eh bien on insiste tout simplement au finish le plus serré du Vendée Globe. Il y a encore plein de skippers qui se battent pour la première place. Et sur Virtual Regatta, on suit à peu près les mêmes fichiers météo que les skippers réels. Comme chaque semaine, à la fin de la vidéo, je vous donnerai le nom du vainqueur du concours de la semaine précédente. Et je vous donnerai bien sûr l'énoncé du concours pour la semaine prochaine. Et sur ce, bonne vidéo. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur la cartographie disponible sur le site du Vendée Globe. Et ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit résumé d'où on s'était arrêté la semaine dernière. Donc à l'avant, c'est Charlie Dalin qui a pris la tête de la course, suivi évidemment de très près par beaucoup de ses concurrents, notamment Louis Burton, Boris Herrmann et Thomas Ruyant. A l'arrière, on peut aussi retrouver Yannick Besthaven qui avait été longtemps premier de la course mais qui avait été pris dans une zone sans vent et qui a fini par être en retrait par rapport à ses adversaires. Et maintenant, la flotte de tête se dirige vers le poteau noir et les alizés de l'Atlantique Nord. Un peu plus à l'arrière, on peut rappeler aussi l'abandon d'Isabelle Joschke qui avait dû abandonner notamment pour des raisons de quille. Et maintenant, elle se dirige à une très faible vitesse vers le Brésil pour mettre son bateau à l'abri et elle aussi par la même occasion. Et plus à l'arrière, en Nouvelle-Zélande, on peut rappeler l'abandon de Sébastien Destremo. Mais maintenant revenons à l'avant de la course et faisons un petit zoom sur Charlie Dalin. Donc on va pouvoir avancer pour voir comment ils ont passé le poteau noir déjà. Alors là on zoome un petit peu, on peut voir les trajectoires, on peut voir que les trajectoires sont pas aussi linéaires que pendant les alizés, mais le poteau noir n'a pas été particulièrement actif. Enfin en tout cas pour les skippers de tête. Voilà, on va continuer à avancer un petit peu, et voilà, on va dézoomer un petit peu, et là on peut voir déjà un très grand écart entre les deux hommes de tête, c'est-à-dire Charlie Dalin et Louis Burton. On peut voir que Charlie Dalin a choisi de faire une trajectoire beaucoup plus à l'est, alors que Louis Burton est allé beaucoup plus à l'ouest. Alors pourquoi ces deux options? En fait, Louis Burton a décidé d'aller à l'ouest pour aller chercher des vents plus forts et pour aller plus vite, alors que Charlie Dalin est allé à l'est pour privilégier la trajectoire la plus courte. En fait, Charlie Dalin, il a son foil bâbord qui est endommagé, et donc il a décidé de pas aller concurrencer Louis Burton qui lui a un bateau en bon état, parce qu'il savait que potentiellement il allait aller moins vite que Louis Burton. Donc il a adapté sa stratégie et il a essayé d'aller gagner du temps ailleurs. À l'arrière, on peut voir que Yannick Besthaven est un peu plus en retrait, et à ce moment-là de la course, en fait, il a révélé qu'il a eu de la casse au niveau du Cap Horn. Alors pourquoi est-ce qu'il a pas dit qu'il avait eu de la casse? C'est sûrement pour des raisons stratégiques, pour ne pas dévoiler des faiblesses par rapport à leurs adversaires, et donc parce que les adversaires peuvent aussi adapter leur stratégie par rapport aux faiblesses des bateaux des autres skippers. Quels sont les problèmes de Yannick Besthaven? Et bien en fait au Cap Horn, Yannick Besthaven a plongé dans une très grosse vague d'une dizaine de mètres environ, et il y a son balcon avant et son enrouleur qui se sont endommagés, voire même il a dit qu'il avait plus de balcon. C'est une barrière qui permet de te tenir à l'avant, et l'enrouleur, comme son nom l'indique, ça permet d'enrouler des voiles. Alors en quoi ces problèmes le dérangent? Et tous ces problèmes là rendent difficile en fait le changement de voile, et même maintenant Yannick Besthaven ne peut plus mettre ses voiles de petit temps, et donc maintenant ce qu'il espère c'est qu'il va y avoir du gros temps, comme ça il y aura besoin que des voiles de gros temps et donc son malus va disparaître. Heureusement, Yannick Besthaven va pouvoir apparemment un petit peu réparer son enrouleur, mais bon, il faut quand même noter que le bateau de Yannick Besthaven n'est pas à 100%, et donc maintenant qu'il est à l'arrière, il va vouloir tenter des options pour essayer de refaire son retard par rapport au leader, et on pourra voir dans les prochains jours ce que ça va donner. Donc, continuons à avancer. Voilà, donc on est un petit peu plus loin, on voit que Charlie Dalin est toujours sur sa trajectoire assez courte et Louis Burton sur sa trajectoire beaucoup plus à l'ouest. À ce moment-là, les personnes faisaient beaucoup de pronostics, notamment avec des logiciels de routage, mais il y avait aussi plein d'autres paramètres que les gens essayaient de prendre en compte pour essayer de déterminer quelle est l'option la meilleure, l'option à l'est de Charlie Dalin ou l'option à l'ouest de Louis Burton. Et donc parmi les facteurs pris en compte, il y a aussi le repérage des bancs de sargasses. En fait ce sont des bandalgues qui flottent à la surface et qui peuvent être très denses, et si les bateaux se prennent dans ces bandalgues, eh bien ils peuvent être tout simplement très ralentis. Et donc la question c'était, est-ce que un des leaders va se prendre un bandalgue et va lui faire perdre quelques minutes voire quelques heures, et vu que le finish est très serré, eh bien une victoire peut se jouer sur ces petits détails. Bon, on pourra voir par la suite si ces bateaux là se sont pris des bancs de sargasses. Et avant d'avancer un petit peu, on peut voir que Damien Seguin lui aussi a choisi une trajectoire très courte, alors que Jean Le Cam lui pour une fois a choisi de faire une option un peu plus conventionnelle on va dire. Même si son bateau reste moins performant que les leaders, il suit toujours très bien. Donc continuons à avancer, et donc là quand on dézoome un petit peu, on peut voir en fait que tous les bateaux se dirigent vers un pli anticyclonique, donc c'est toute cette zone là sans vent, et on peut voir qu'il y a un petit passage ici avec du vent un petit peu plus favorable pour les skippers, donc ils vont vouloir passer par là pour rejoindre les Açores. À ce moment là dans le classement, Louis Burton est deuxième, mais tout le monde s'accordait à dire qu'à ce moment là Louis Burton était premier, car mieux placé par rapport au système météo. Donc là dans cette configuration, il faut vraiment pas trop se fier au classement. Et pour voir ce que les deux options donnaient, est et ouest,
continuons à avancer. Et voilà, donc là on peut voir que le pli anticyclonique s'est un petit peu dissipé et on voit un couloir de vent qui se dessine jusqu'aux Açores, là, juste ici. Là, petit fact de course, il y a 4 ans, Armel Lecléache arrivait à peu près à cette date-là. Il a donc été à peu près une semaine plus rapide que les skippers d'aujourd'hui. Et en fait, en faisant leur provision de nourriture pendant la préparation du Vendée Globe, les skippers de cette année se sont dit, bah tiens, j'ai des bateaux plus performants qu'Armel Lecléache, donc je vais probablement aller plus vite que lui. Ils ont donc prévu moins de nourriture, et donc ça suffit pas forcément d'avoir un bateau plus performant. Parfois le rythme de la course est simplement donné par les fichiers météo et c'est tout à fait normal. Mais donc les skippers sont actuellement en train un petit peu de faire le bilan de la nourriture qu'il leur reste et certains même se rationnent un petit peu. Bon, a priori ça devrait être un facteur bloquant pour aucun des skippers, mais c'est quand même quelque chose qui commence un petit peu à prendre en compte. Et il faut rappeler que les foilers n'ont pas forcément montré les performances exceptionnelles attendues et qui se retrouvent dans ce finish là finalement avec des bateaux sans foil. Et donc continuons à avancer. Et voilà, donc on se retrouve à aujourd'hui. Et si on zoome sur la trajectoire de Louis Burton, eh bien on peut voir qu'il a fait un petit changement de direction, un empannage même. Et cet empannage là, il n'avait pas vraiment annoncé, il l'avait dit dans une de ses vacations. Il avait parlé d'un empannage dans les 30 heures et finalement il l'a fait beaucoup plus tôt que prévu. Alors au moment où je fais cette vidéo, eh bien on ne connaît pas vraiment la raison. Mais en tout cas cet empannage là lui a fait perdre quelques dizaines de milles par rapport à Charlie Dalin. Donc Charlie Dalin a pu s'échapper un petit peu en tête, mais si on dézoome un petit peu, on peut voir qu'encore rien n'est joué. Et donc si on dézoome un petit peu, eh bien on peut voir que la suite, eh bien ça va être un passage au sud des Açores et une arrivée sûrement par le sud-sud-ouest au Sable d'Olonne. Mais pour voir les prévisions météo, on va attendre d'être sur Virtual Regatta. Et avant de passer sur Virtual Regatta, je vous propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé à l'arrière de la course. À l'arrière de la course, on peut voir que Maxime Sorel a été pris dans une zone vraiment sans vent. Et à l'arrière, Armel Tripon profite encore des alizés. Et comme Armel a un bateau très performant, il est sans doute possible qu'il dépasse Maxime avant l'arrivée au Sable d'Olonne. Un peu à l'arrière, on retrouve Clarisse Kremer qui a été un petit peu larguée par Armel Tripon qui a un bateau plus performant. Et a priori, elle devrait garder sa position jusqu'au Sable d'Olonne parce que on peut voir que Romain Athanasio, par contre, lui, rencontre un poteau noir un peu plus actif et éventuellement, elle pourrait être rattrapée par Jérémy Bayou s'il a un peu de chance sur les systèmes météo. Un peu à l'arrière, on peut voir qu'Isabelle Josh va bientôt atteindre le Brésil. Et juste derrière Isabelle, on peut voir qu'il y a encore un petit peloton qui se forme. C'est un petit peu le thème de ce Vendée Globe, on ne navigue que par peloton. Et c'est Harry Hussela qui ferme la marche. Et donc maintenant, passons tout de suite sur Virtual Regatta pour voir les prévisions météo pour la semaine prochaine. Et voilà, donc on se retrouve sur Virtual Regatta. Et vous pouvez voir que les bateaux des skippers réels sont actuellement ici. Et les bateaux réels sont suivis de très près par une énorme flotte de bateaux de Virtual Regatta. Et donc, alors regardez les prévisions météo pour les skippers réels et aussi pour les skippers virtuels parce que nous aussi, on va avoir besoin à peu près des mêmes prévisions. Alors on peut regarder les prévisions à dans 12 heures. Alors dans 12 heures, on voit que ce couloir de vent se décale vers l'est. Et donc ça va être très bénéfique pour tous les bateaux. Et donc nous, on va vouloir en profiter comme les skippers réels. Dans 24 heures, on voit même que ce couloir de vent là s'oriente vraiment vers l'Espagne et donc vers les Sables d'Olonne. On va essayer vraiment de suivre ce couloir de vent. Et voilà, dans 48 heures, la tendance se confirme, on va avoir un vent portant. Donc là, la difficulté, ça va vraiment être d'optimiser la marge de son bateau. Pour les skippers réels, vu que ça va se jouer sur des détails, ça va être très important. Dans 3 jours, l'anticyclone qui est proche du Portugal va faire en sorte qu'il n'y aura pas beaucoup de vent près des côtes. Donc les skippers vont sans doute décider de passer pas trop proche de l'Espagne et du Portugal. Et là, on peut regarder dans 4 jours, en zoomant un petit peu. On voit vraiment qu'on va venir sur des vents portants, les bateaux vont aller très vite dans le finish. Et c'est dans ces jours-là que les bateaux devraient arriver. Ensuite, on peut encore dézoomer un petit peu et continuer à regarder les prévisions météo pour le reste de la flotte de Virtual Regatta, on va en profiter. Et on peut voir que dans 5 jours, il va y avoir une dépression qui va se former, qui va se décaler en fait vers l'est, vers le nord-est. Bon, cette semaine, sur ma trajectoire de la semaine, on va pas épiloguer, j'étais dans les alizés, donc des vents très réguliers qui soufflent d'est en ouest. Et j'avoue que je me suis pas trop foulé, je suis allé tout droit. Et en plus je pense m'être décalé un petit peu trop à l'ouest, j'aurais dû repiquer un peu plus dans le nord-nord-est un petit peu plus tôt. Maintenant ce que je propose c'est de vous donner le nom du vainqueur du concours de cette semaine. Donc la semaine dernière je vous avais demandé de me donner des noms de chansons de marins qui donnent envie de chanter, qu'on peut chanter tous ensemble. Et là encore on a eu le droit à toute une discographie. Certains ont visé mon péché mignon, c'est-à-dire mon chanteur préféré Renaud. Donc normalement avec des titres du genre 3 matelots, dès que le vent soufflera. Si j'étais totalement subjectif, j'aurais donné la victoire à ces personnes-là. Mais finalement, j'ai décidé de choisir une chanson un peu plus originale et une chanson dans le thème de cette course, une chanson qui s'appelle Tour du Globe, proposée par Antoine Spana 85. Donc pour des raisons de droit d'auteur, je vais pas vous la passer, mais je vous propose d'aller la regarder. Je vous mets un lien dans la description. Et en plus, Antoine Spana m'a dit: s'il te plaît, j'ai besoin de conseils, je suis coincé au Brésil, haha. Donc comme j'étais coincé moi aussi au Brésil, ça m'a un petit peu touché.
Et on va voir tout de suite où est coincé Antoine Spana. Voilà, donc Antoine Spana est 221 millième. Et bien ça reste un classement honorable parce que comme tu peux voir, tu es devant un membre de la Saucisson Sailing Team et ça c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et j'avoue que Antoine, ta trajectoire m'intrigue un peu. En fait, tu es complètement en train de faire demi-tour dans le poteau noir. Donc tu m'as dit que tu étais coincé au Brésil, mais là actuellement tu es en train d'y retourner. Et je rappelle que voilà, les Sables d'Olonne c'est plus dans le nord, hein, plus dans le nord-est. Donc là tu vas vraiment à contresens. Donc ce que je peux te proposer pour augmenter les perfs déjà, c'est d'aller plutôt vers le nord, en exploitant mieux les alizés. Voilà, je suis pas sûr que voilà, ta trajectoire est vraiment optimale. On peut voir que tu as fait une boucle, la boucle est bouclée, et c'est vrai que le Vendée Globe c'est une boucle, mais je pense que tu as dû un petit peu oublier ton bateau, laisser un petit verrou, ou alors tu essayes de faire un dessin avant la fin de la course. Je ne sais pas. Et voilà, donc Antoine, bon courage pour la suite. Tu vas y arriver. Et donc maintenant, ce que je propose, c'est de vous donner l'énoncé du concours pour la semaine prochaine. Alors comme je vous l'ai dit, au prochain résumé, les skippers seront arrivés. Donc l'énoncé du concours de cette semaine, ça va être de m'écrire le nom du skipper qui selon vous va gagner le Vendée Globe. Évidemment, vous n'allez pas attendre le 27 juin pour m'écrire en commentaire qui va gagner, sinon ça serait un petit peu trop facile. Et donc vous avez 24 heures à partir de la sortie de cette vidéo pour m'écrire le nom de celui qui va gagner. Et voilà moussaillon, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 10 h pour connaître le nom du vainqueur du Vendée Globe. Et je te souhaite bon vent, amuse-toi bien, ciao ciao.